Hello and welcome. Aujourd'hui, nous allons parler d'expression écrite. Et cette vidéo sera l'occasion de faire de petits rappels méthodologiques pour donc avoir une expression écrite efficace et une organisation efficace de votre expression écrite. Je vais vous dire des choses ici que vous avez certainement entendues par ailleurs, pas seulement en anglais peut-être aussi, mais dans vos autres matières littéraires, que ce soit en français, en philo, en histoire géo, à l'époque où vous en faisiez, ce genre de choses. Donc, on va commencer par s'intéresser à ce qui se passe au brouillon. Parce que oui, il est indispensable d'avoir une phase au brouillon avant de vous mettre à rédiger au propre votre expression écrite. Je vous rappelle donc que vous avez un temps imparti, donc dans vos épreuves 1h30 à peu près, selon comment vous gérez le temps par rapport à la contraction croisée, pour faire une expression écrite qui comporte 200-250 mots. Donc vous avez un temps restreint et un nombre de mots restreint aussi. Ce qui va vouloir dire qu'il va falloir avoir du vocabulaire très précis pour éviter les périphrases, les longues phrases qui vont tourner autour du pot et qui vont vous faire gaspiller des mots ou perdre des mots. Je vous dirai souvent ça, si c'est le cas dans vos copies, dans la marge, attention, gaspillage, attention, vous perdez des mots, etc. etc. Donc, 200-250 mots, ça peut paraître comme le bout du monde pour certains aussi, en se disant mais comment est-ce que je vais faire pour écrire tout ce nombre de mots, et pour d'autres, ça va paraître extrêmement réduit. Donc on verra ces cas de figure dans le courant de la vidéo. Commençons donc au brouillon. On a le sujet en face des yeux, et on va commencer par une phase que j'appellerais de brainstorming. Un brainstorm, ça veut dire que donc on fait une espèce de tempête dans sa tête, dans le sens où on réfléchit au sujet et on va marquer au brouillon tout ce qui nous passe par la tête. Alors, qu'il soit évidemment dans le sujet. Attention à ne pas sortir trop du sujet à ce moment-là non plus. Tout ce qui vous passe par la tête, c'est-à-dire toutes les opinions que vous avez à propos du sujet, si c'est du pour ou du contre, tous les exemples qui vous viennent en tête, que vous auriez vus en classe, que vous auriez vus par ailleurs dans des films, dans des lectures personnelles, dans des documentaires que vous auriez visionnés, etc., etc. Donc tout ce qui nous passe par la tête, on va le marquer au brouillon. À ce stade-là, ce n'est pas organisé, ça vient vraiment au fil de la pensée. Une fois notées toutes ces idées, il va falloir que vous commenciez à faire un tri. Le premier tri essentiel va être d'éliminer celles qui sont hors sujet, d'éliminer aussi celles dont vous savez pertinemment que vous n'allez pas pouvoir parler en anglais. Des fois, on a de super idées qui nous viennent en français, mais on n'a pas le vocabulaire pour le dire en anglais, et on va du coup être condamné à faire du franglais, ce qui est assez rédhibitoire et ce qui vous apportera une note pas aussi bonne que vous l'espériez. Donc il faut que vous vous concentriez sur des choses dont vous êtes sûr que vous pouvez en parler en anglais. C'est pour ça que je vous dirai souvent aussi, concentrez-vous sur des choses que l'on a fait en classe, si vous avez des difficultés d'expression, parce qu'au moins, si on l'a fait en classe, ça veut dire qu'on l'a vu, on l'a écrit à un moment ou à un autre. Dans une fiche de travail, par exemple, où on l'a lu dans un texte, ou on l'a vu dans le vocabulaire, dans une fiche thématique, ou dans votre vocabulaire, dans votre manuel de vocabulaire. Donc concentrez-vous en priorité, surtout si vous avez des difficultés d'expression en anglais, sur des choses que vous connaissez déjà, dont vous êtes sûr que vous pouvez écrire, que vous pouvez utiliser en anglais de façon pertinente, de façon correcte. Le brainstorming donc est là, votre feuille de brouillon est là. Vous allez donc aussi vous demander encore une fois si c'est bien dans le sujet, si toutes vos idées, si tous vos exemples entrent bien dans le sujet, ne sont pas hors sujet. Pour cela, évidemment, il faut que vous ayez bien compris le sujet, que vous ayez isolé les mots-clés, ce qu'on vous demande exactement. Donc ça demande une lecture attentive, approfondie du sujet, plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on me demande ici? Quel est le mot-clé? Sur quoi porte ce sujet? Sur quoi est-ce que je vais travailler? Donc voilà, ça c'est la partie brainstorming. On est toujours au brouillon. On va passer à l'organisation des idées, parce qu'une expression écrite, c'est une suite d'idées, d'arguments qui sont organisés. Et là, on va faire un plan. Alors, le plan, c'est comme ce que vous faites en français, en philo, etc. 2 parties minimum, 3 parties maximum. Il n'y a pas de règle. Alors en philo, on vous dira souvent, oui, en français, on aime bien avoir une progression en 3 parties. En anglais, ce n'est pas obligatoire d'avoir une 3e partie.
Surtout que, encore une fois, dans le nombre de mots que vous avez, hein, qui est assez limité, 3 parties feraient 3 courtes parties. Donc parfois, il vaut mieux avoir 2 parties plus longues, hein, où on aura plus l'occasion d'explorer, d'argumenter, que 3 parties courtes. Donc, on va choisir le nombre de parties. Attention au type de plan que vous allez adopter. Parfois, ce sera un plan du type oui-non, un thèse-antithèse. Alors, dans le cours de français ou dans le cours de philo, on va vous dire aussi, oui, alors en français, on aime bien rajouter la synthèse, hein, thèse, antithèse, synthèse. En anglais, on va pouvoir se passer de la synthèse. Hein, parfois, c'est un peu maladroit, on n'a pas grand-chose à dire en synthèse, donc concentrez-vous sur thèse, antithèse, oui, non, oui, mais, hein, ce genre de choses. On peut avoir donc un plan de ce type-là, un plan argumentatif, thèse, antithèse. On peut avoir un plan chronologique, par exemple en 2 parties, le présent, le futur, ou le passé, le présent, ou en 3 parties, passé, présent, futur. Un plan thématique, hein, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en France ou en Angleterre, ce qui se passe pour les femmes, ce qui se passe pour les hommes, ce qui se passe pour les jeunes, ce qui se passe pour les vieux, etc., etc., selon, encore une fois, le sujet hein, que vous allez avoir à traiter. Donc il faut déterminer le type de plan. Ce type de plan, vous allez le déterminer par rapport au sujet qui vous est posé. Qu'est-ce qu'il induit? Est-ce qu'il induit une réponse oui-non ou une réponse plus thématique ou chronologique? Et vous allez aussi le déterminer par rapport à vos idées, à vos arguments que vous avez donc mis sur le papier pendant le brainstorming. Donc à partir de ce moment-là, vous allez avoir, imaginons, 2 parties, et vous allez attribuer, je vous conseille, hein, une couleur par partie. Vous allez déjà nommer vos parties pour les avoir bien en tête, hein, donner un titre. On est toujours au brouillon là, hein, le titre n'apparaîtra pas sur la copie finale, mais au brouillon, on travaille avec un titre, on fait ce qu'on appelle un plan détaillé. Et pour aller plus vite, je vous conseille donc de donner un titre à chacune de vos parties, 2 ou 3, et de mettre une couleur, hein, d'attribuer une couleur à chaque partie, avec votre surligneur par exemple. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir entourer les arguments sur votre brainstorming qui appartiennent à l'une ou l'autre des parties. Un autre moyen de faire ça, c'est de faire un tableau en 2 ou 3 colonnes selon le nombre de parties que vous avez, et ensuite de réécrire les arguments dans chacune des colonnes. Ça peut faire aussi l'objet d'un plan détaillé, une manière de faire un plan détaillé, évidemment. Je pense que vous avez l'habitude de faire ça déjà dans vos autres matières littéraires. On va faire un inventaire ensuite du vocabulaire utile, des mots de liaison que l'on va vouloir utiliser. Encore une fois, on part toujours de l'anglais, c'est primordial. Donc, parlez de choses que vous maîtrisez en anglais. Parlez de choses dont vous avez le vocabulaire en anglais, pour lesquelles vous avez le vocabulaire en anglais, c'est-à-dire des choses que l'on a vues en classe ou que vous avez vues par ailleurs et que vous maîtrisez par ailleurs. Parfois, les étudiants sont frustrés parce qu'ils me disent « Ah oui, mais là, j'ai voulu dire ça, j'avais une super idée en anglais, mais je ne savais pas le dire. » Donc, ils font une espèce de soupe franglaise hein, qui a le don d'énerver les correcteurs et a le don de baisser votre note de façon assez radicale. Mais certains étudiants s'entêtent et préfèrent avoir une bonne idée mal écrite en anglais plutôt que d'avoir une idée qui leur paraît un petit peu plus bateau ou un petit peu plus simpliste, bien écrite en anglais. Je vous le dis et je vous le redirai au courant de l'année, préférez toujours la simplicité correcte à quelque chose de compliqué mais incorrect. Du coup, ça va vous faire abandonner de bonnes idées, entre guillemets. Parfois, hein, il va falloir faire le deuil de ça aussi pour les étudiants qui ont des difficultés d'expression en anglais. Un exemple que je cite souvent, et vous l'aurez en tête, j'espère, quand vous serez confronté à ce problème-là, c'est si un jour on vous demande quel est votre passe-temps préféré et que vous faites de la plongée sous-marine, mais que vous ne savez pas dire plongée sous-marine en anglais, dites que vous faites du tennis. Au moins vous savez le dire, ou du football. Même si ce n'est pas la vérité, même si ce n'est pas ce que vous pensez, vous savez le dire, dites ça. On vous note hein, en expression écrite, non seulement sur vos idées, certes, mais avant tout sur la correction de votre anglais, de votre grammaire, de votre vocabulaire, sur l'organisation de vos idées. D'accord ? Donc ça, il faut bien que vous le gardiez en tête et il faut que vous appreniez aussi à faire le deuil de bonnes idées que vous n'allez pas pouvoir inclure parce que malheureusement, vous ne pouvez pas les exprimer en anglais. On fait aussi l'inventaire des mots de liaison qui seront utiles dans votre expression écrite. Hein. Évitez les tournures lourdes que l'on utilise en français. Vous allez remarquer que en expression écrite, comme en expression orale d'ailleurs, l'anglais a tendance à être beaucoup plus simple. Des choses du type « nous verrons dans un premier temps que… »
tout ça n'est pas traduisible mot à mot. Hein. On va dire tout simplement first en anglais, second, third. D'accord ? Donc, veillez à ne pas mettre trop de mots de liaison non plus, hein, pas à chaque phrase, que ce ne soit pas trop chargé. Veillez aussi, enfin, sur le point de vue du vocabulaire, à ne pas utiliser, pour ceux qui sont très à l'aise à l'oral et qui ont une pratique orale de l'anglais, qui regardent beaucoup de séries aussi par ailleurs, veillez à ne pas utiliser du vocabulaire trop familier. Hein, c'est très important de se rendre compte de ça. Vous êtes à l'écrit, vous êtes dans un contexte très particulier qui est une dissertation universitaire, on va dire, hein, d'études supérieures. Donc, il y a un niveau de langue à respecter. Donc, les expressions idiomatiques, trop idiomatiques ou trop, on va dire, familières, sont à éviter.